Bonjour Marlène Laruelle, vous êtes actuellement à Washington, donc merci beaucoup de nous accorder un petit peu de votre temps dans le cadre de ce débat sur Donald Trump et de quoi Donald Trump est-il le nom. Vous êtes à la fois enseignante, vous êtes à Washington, vous avez été témoin en première ligne peut-être de changements, de bouleversements politiques depuis quelques mois. Et puis vous êtes spécialisé sur les Illiberal Studies à l'Université George Washington. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots voilà, de vos fonctions, de votre travail, et pour peut-être en présentation, et également de quoi s'agit-il lorsqu'on parle d'illibéralisme? Oui, absolument. Bah, d'abord, merci de m'avoir contacté et de me donner la parole aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir cet échange avec vous, même si on le fait en ligne. Malheureusement, j'aurais pas le plaisir de discuter avec la salle. Donc, moi, je suis professeure à George Washington. Je suis une spécialiste de la Russie. Originellement, j'ai beaucoup travaillé sur l'idéologie russe et la manière dont elle s'exporte en Occident et dans ce qu'on appelle le Sud global. Et puis, en 2020, j'ai créé le Illiberalism Studies Program, où ce qui m'intéressait, en effet, c'était la montée de ce concept d'illibéralisme qui essayait d'une certaine manière de dépasser les limites du terme populisme, de la notion d'extrême droite. Et tout ça a pris de l'ampleur. Et évidemment, maintenant, en étant à Washington, on est en effet au cœur du débat et on peut assister en direct à des transformations vraiment radicale de tout l'écosystème de cette ville et de la vision du monde qui vient de la Maison Blanche. Donc il y a plusieurs définitions du terme illibéralisme. Celle qui me paraît la plus pertinente, c'est de le voir comme une sorte de famille idéologique. C'est pas quelque chose de nécessairement très centré, c'est une famille idéologique ou un univers idéologique avec différentes traditions qui s'adaptent aux contextes nationaux, mais qui plus ou moins tous partagent l'idée que, le libéralisme a échoué, ou a été trop loin, et donc il faut avoir un projet politique qui ne suit pas les normes de ce qu'on imagine être le libéralisme. Et là aussi, il y a plein de débats sur, dans ce cas-là, c'est quoi le libéralisme politique, économique, culturel, voilà, qui propose des solutions qui revalorisent l'État-nation, la souveraineté nationale contre les institutions supranationales, qui revalorise toutes les définitions possibles de la souveraineté politique, la souveraineté économique, la souveraineté culturelle, qui considère qu'il faut des régimes politiques qui sont majoritaires et non qui donnent des droits aux minorités, une idéologie ou une famille idéologique aussi qui considère que la nation doit avoir une certaine forme d'homogénéité culturelle, alors soit sur un modèle assimilationniste, soit sur un modèle beaucoup plus xénophobe ou raciste, suivant les versions. Et aussi, dernier critère, d'une certaine manière, de l'illibéralisme, une vision du monde dans laquelle les individus ne sont pas des cartes blanches en termes d'identité, mais ont des racines géographiques, territoriales, historiques, familiales, et donc il faut traiter et respecter les hiérarchies culturelles, symboliques, sexuelles, de genre, de famille, là aussi avec des nuances entre des gens qui sont modérément conservateurs et des gens qui sont très réactionnaires. Voilà, donc c'est cette sorte d'ensemble. Et ce qui est intéressant avec le terme illibéralisme, c'est que ça remet dans le débat le terme libéralisme. Qu'est-ce qu'on entend par nos sociétés si on les imagine libérales? C'est quoi les alternatives au libéralisme et pourquoi ça semble se produire aux États-Unis, en Europe, dans différents contextes culturels, y compris dans ce qu'on appelle le Sud global. Alors justement, vous dites ça semble se produire aux États-Unis. Est-ce qu'on peut qualifier disons, le bouleversement politique suite à l'élection de Donald Trump de formulation de projet illibéral? Alors parce que vous parlez de souveraineté, donc on voit avec les droits de douane, on est totalement dans cette logique de souveraineté, on est dans la logique d'une homogénéité sur la question migratoire. Euh, Par contre, au niveau de l'État-nation, c'est peut-être un petit peu moins clair, parce que voilà, il y a une attaque très claire vis-à-vis des fonctionnaires, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des structures et des institutions de l'État. Peut-on formuler le projet de Donald Trump d'illibéral ou c'est plus compliqué que ça, ou c'est peut-être pas le bon qualificatif? Alors moi, je le qualifie d'illibéral, mais comme je disais, illibéralisme, c'est une famille idéologique assez large. Et donc, il y a des spécificités dans le contexte de l'illibéralisme américain qu'on n'aurait pas en Europe. Et en effet, ce qu'on voit nettement arriver et qui, je pense, n'était pas si clairement visible, même si on le pressentait, mais pas à ce point-là, c'est de la radicalité de la transformation politique qui est en train de se passer ici, beaucoup plus radicale
que l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir en Italie, que même Viktor Orban en Hongrie, qui a eu besoin de plusieurs années pour établir un régime illibéral. Là, on est dans une transformation de la société et des institutions très très rapide et beaucoup plus radicale que ce qu'on pourrait imaginer quand on pense au projet illibéral tel qu'on le voit apparaître en Europe. Alors, vous y répondez en partie. Peut-on qualifier également de coup de force néofasciste? Alors, c'est une formule que l'on va évoquer. C'est une question que je vais poser à nos différents intervenants, intervenantes. Est-ce qu'on peut également parler de période préfasciste? Alors qu'il y a un coup de force institutionnel, clairement, et je pense qu'il était en effet formulé dès ce qu'on a appelé le projet 2025 de la Heritage Foundation qui avait été mis en place. Alors, on est dans un système maintenant qui est bien mieux organisé dans son attaque des institutions américaines que ce qu'était la première présidence de Trump. Il y a une vraie stratégie de démantèlement de l'État fédéral, de démantèlement de l'indépendance de la justice, de démantèlement du système universitaire, de tout ce qui est lié à la science. Et en effet, il y a un changement de dimension par rapport à ce qu'on connaît en Europe, où là, clairement, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'au moment où on se retrouvera dans une période post-Trump avec les démocrates au retour, il y aura des choses qui ne reviendront pas. Donc, en effet, il y a un coup de force institutionnel qui est vraiment impressionnant. Est-ce qu'on veut l'appeler néofasciste? Là aussi, ça dépend de la définition qu'on veut utiliser du fascisme. Si on pense au fascisme historique, il était centré sur l'État et sur la mobilisation de la société. Là, au contraire, on est centré sur la déstructuration de l'État, sur une société qui est malgré tout libre, consumériste, atomisée. Donc, on est dans un contexte extrêmement différent. Mais en effet, il y a au sein du projet politique, peut-être pas de la personnalité de Trump, même si on peut débattre, mais de personnalité autour de Trump, il y a des éléments qu'on pourrait qualifier qui appartiennent à la famille fasciste. On le voit que ça peut être autour de personnalités comme Steve Bannon, où là, il y a des références au fascisme historique très claires. Les projets politiques d'Elon Musk, ils ont à la fois le côté réactionnaire au niveau de certains éléments culturels et futuristique dans leur projection d'une humanité transformée. Ça, c'est des éléments qui, en effet, ont quelque chose qui nous fait penser au fascisme. Et je pense qu'il y a un intérêt. Si on veut prendre le fascisme pas comme une accusation et une insulte politique, mais comme un projet politique sérieux avec sa vision du monde, il y a en effet des éléments du Trumpisme qui peuvent potentiellement se rattacher au fascisme. Alors après, le fascisme, d'une certaine manière, c'est une aspiration, c'est pas un état de fait. Il y a plein d'autres mouvements au sein du Trumpisme qui sont de la droite réactionnaire, néolibérale, pas fasciste. Il y a ça va dépendre de la manière dont la société va résister, dont les institutions vont résister. Donc, on n'est pas nécessairement dans un régime qui va se fasciser, mais il y a cette aspiration, cette atmosphère qui est là dans certains segments, en effet, du Trumpisme. Alors, un des segments du Trumpisme et un de ces éléments de la politique qui est très différent de ses prédécesseurs, c'est le rapport à la Russie. En tout cas, de ce qu'on voit de changement de politique radicale sur l'Ukraine. Peut-on parler de proximité avec Vladimir Poutine? Peut-on parler de russophilie? Peut-on parler d'une certaine accointance avec des régimes disons, de l'Est de l'Europe tels qu'ils ont pu se construire à travers l'histoire. Quel est, en fait, pour vous, est-ce qu'on est dans un rapport très pragmatique avec Poutine ou est-ce qu'on est déjà presque dans une, alors, on l'appellera pas poutinophilie, mais en tout cas de grande proximité idéologique et intellectuelle du projet politique? Alors là, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a le côté transactionnel de Trump. On fait de la politique d'homme à homme, de leader à leader. On aime parler, on fait des business deals avec les différents leaders du monde. Et ça, c'est une vision du monde qui parle à Poutine également, comme elle peut parler à Erdogan, comme elle peut parler à d'autres types de leaders illibéraux ou populistes. Donc ça, il n'y a pas nécessairement d'idéologie, c'est une manière de faire de la politique. Il n'y a pas forcément une profondeur intellectuelle à ce côté transactionnel. Et après, il y a en effet des valeurs illibérales qui sont partagées entre la manière dont Trump et l'entourage de Trump interprètent le monde et la manière dont Poutine et son entourage interprètent le monde. Moi, je ne pense pas que c'est une poutinophilie et que ça doit être lu comme ça. Je pense qu'il y a, en effet, il y a une sorte de convergence d'intérêts à la fois pragmatiques et idéologiques autour de la question ukrainienne. Pour Trump, c'est tout à fait secondaire. Son grand problème, c'est la Chine. Et donc, son second grand problème, c'est d'être sûr qu'il détache
la Russie de la Chine. La seule manière de le faire, c'est de réintégrer la Russie en dialogue avec l'Occident. Si c'est au prix de l'indépendance, de la souveraineté de l'Ukraine, c'est tout à fait secondaire pour Trump. Donc il y a une logique transactionnelle dans la perception de Trump de la relation avec la Russie. Cela dit, il y a aussi des limites dans ce partenariat. C'est-à-dire ils peuvent avoir des convergences d'intérêt en Ukraine, mais sur plein d'autres éléments, la vision du monde, de l'ordre international, l'America First, la vision du Sud global, la vision de l'Arctique avec les projets de Trump de potentiellement annexer le Groenland. Là, il y a des désaccords avec la Russie qui vont rester et qu'on va voir réapparaître. Donc, il ne faut pas non plus aussi se laisser trop absorbé par la sorte de dialogue qui s'est mis en place autour de l'Ukraine. Il y a plein d'autres éléments où il y aura des relations très difficiles entre les États-Unis et la Russie, même si, en effet, Trump inaugure ou relance un style de manière de faire de la politique dans lesquels tous les grands leaders illibéraux se retrouvent, parce que c'est une politique transactionnelle et de grande puissance parlant d'homme à homme sans aucune institution autour d'eux et qui sacrifie les éléments moraux ou éthiques des relations internationales à des intérêts purement stratégiques. Alors, sans partir dans une vision peut-être trop large, mais effectivement, vous le dites très justement, il s'agit de détacher la Russie de la Chine. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder les annonces de Donald Trump, qu'il s'agisse de souverainisme économique, qu'il s'agisse de la pression qui a été mise sur la question du Groenland, le revirement sur l'Ukraine, comme étant autant d'éléments qui préparent une confrontation avec la Chine? Si, absolument. Et il y a toujours eu à Washington, dans les cercles d'expertise, des experts qui ont toujours considéré que l'ennemi principal auquel les États-Unis devaient se préparer, c'était la Chine et non la Russie. Voilà, avec la guerre, évidemment, avec l'invasion militaire de l'Ukraine, ça a remis l'accent sur la Russie, mais là, on voit bien la bascule qui arrive du côté des milieux trumpistes et de milieux plus larges qui, en effet, recommence très clairement à dire l'ennemi de long terme, l'adversaire de long terme, c'est la Chine, à la fois sur des questions de confrontation militaire. Alors, c'est pas tant Taïwan pour les milieux trumpistes que la question de la liberté de navigation dans les mers du Sud. Donc ça, c'est un gros élément. Et le second gros élément qui est vraiment en train de devenir dominant, c'est la confrontation technologique. L'intelligence artificielle, tout ce qui est lié aux puces, les droits intellectuels de la Silicon Valley, voilà. Et ça, c'est vraiment en train de devenir l'élément crucial, d'autant plus qu'autour de Trump, il y a tous ces oligarques à la Musk, pour qui la Chine, c'est le concurrent principal. Et donc, tous les discours de Trump, par exemple, sur l'annexion du Groenland doivent être compris dans cette logique de la compétition avec la Chine. Il nous faut les terres rares pour pouvoir être sûr qu'on a l'autonomie stratégique pour pouvoir produire la technologie et pas être dépendant des terres rares qui viennent de Chine, etc. Donc, en effet, c'est l'élément de long terme, c'est la vision de long terme de l'administration Trump. Et en effet, dans ce cas-là, la Russie doit rejoindre l'Occident, plus ou moins, et se détacher de la Chine, quitte à ce que ce soit les Ukrainiens et l'Union européenne qui en payent le prix. Alors, cette vision trumpienne ou trumpiste, je ne sais pas comment l'appeler, a évidemment des conséquences pour l'Europe en général, pour la France en particulier, peut-être en deux choses. C'est-à-dire il va y avoir de nécessaires retransformations, de rééquilibrage de vision de la politique étrangère européenne, c'est une chose, et d'un autre côté, une influence certaine sur l'extrême droite européenne du trumpisme, en sachant qu'aujourd'hui, les extrêmes droites ou les formulations nationalistes, politiques nationalistes, sont ou premier ou second parti dans une immense majorité des pays de l'Union européenne. Peut-être sur la première question, la réorientation de la politique étrangère européenne. Quelles sont les possibilités, quelles sont les actions qui ont déjà été menées ou qui sont à mener à très court terme, selon vous? Écoutez, je pense que ce qu'on appelle le réveil stratégique européen est arrivé malheureusement un peu tard. Je pense que pendant longtemps, on le sentait arriver, mais il y avait une difficulté à passer à l'acte. Là, d'une certaine manière, il est acté, peut-être un peu tard, en tout cas pour la gestion de la crise ukrainienne, mais c'est des politiques de long terme. Et en effet, je pense que il est bon d'avoir une Europe qui réalise qu'elle doit être autonome stratégiquement, qu'il faut pas compter sur les États-Unis, même dans l'après-Trump,
qu'il faut pouvoir développer son autonomie stratégique. Alors après, comment ça se fait, dans quelles conditions, sur quel financement, c'est évidemment des gros enjeux, avec quel type de leadership. Ça, à mon avis, on est très très loin encore d'avoir des visions extrêmement claires. Et en effet, comme vous le disiez, il faut quand même pas oublier que au sein de toutes les opinions publiques européennes, il y a entre un quart et un tiers de la population pour qui ces questions sont pas primordiales, c'est des questions plus domestiques qui comptent, c'est peut-être pas donc toute l'anxiogénéité créée par exemple par les discours d'Emmanuel Macron sur la préparation à la guerre, l'économie de guerre, voilà, ça va créer des tensions dans nos propres sociétés avec une partie de nos populations qui ont des visions de ce que doit être l'ordre global et ce que doivent être les priorités de nos politiques qui sont extrêmement différentes. Et ça va falloir être capable de faire face à ces questions sans jouer trop la carte de la cinquième colonne que je trouve dangereuse. Il faut aussi arrêter d'interpréter les gens qui expriment des positions contraires à ce qu'on considère comme le mainstream comme étant des cinquièmes colonnes de Poutine ou des cinquièmes colonnes de Trump. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et si on n'arrive pas justement à parler à cette partie des opinions publiques, on risque de perdre la bataille de tenter de créer une Union européenne qui serait stratégiquement autonome. On a le sentiment, ce sera ma dernière question, on a le sentiment qu'il y a une position qui n'est pas évidente, en tout cas dans le champ médiatique, de la part des extrêmes droites européennes ou des partis libéraux qui ont des projets illibéraux. On le voit avec évidemment le Rassemblement national en France, où le rapport à Trump divise les deux responsables de parti, d'un côté Marine Le Pen, de l'autre côté Jordan Bardella. Tout le monde n'est pas, toutes les extrêmes droites n'ont pas le même rapport. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est purement stratégique? Est-ce que c'est purement électoraliste? Ou est-ce qu'il y a des différences de vision par rapport au projet trumpiste? Alors, il y a deux éléments, je pense, qui jouent. Déjà, il y a des pays dans lesquels les extrêmes droites ont en effet une tradition de regarder plutôt vers l'Est et vers la Russie et non vers les États-Unis. Alors, le fait que maintenant Trump soit au pouvoir et relance le dialogue avec la Russie, ça change la donne géopolitique, mais quand même des traditions politiques d'extrême droite qui sont beaucoup plus tournées vers l'Europe continentale et beaucoup moins transatlantiques. Ça, c'est un des premiers éléments. Le second qu'on voit, c'est que le projet politique trumpiste est beaucoup trop radical pour certaines de nos figures illibérales. Et je pense que dans les pays où, en effet, les partis libéraux ou d'extrême droite ont choisi une stratégie de se mettre en synchronisation avec une partie de leurs opinions publiques, alors sous la forme de la dédiabolisation, la normalisation, et donc dans le cas français, c'est très visible. Pour Marine Le Pen, quelqu'un comme Trump, il est bien trop radical, bien trop provocateur, bien trop imprévisible dans beaucoup de ses déclarations pour que ce soit un élément facile à jouer. On voit que pour Marion Maréchal ou Éric Zemmour, c'est plus facile, par exemple. Voilà, mais ça, c'est un cas très spécifique en France de Marine Le Pen ayant sa propre stratégie de normalisation et de mise aux normes avec l'opinion publique française. Si on regarde en Allemagne, en Italie, Giorgia Meloni a toujours été très pro-Trump, pro-atlanticiste, pro-NATO, pro-OTAN. Donc pour elle, c'est plus facile de jouer cette carte. Si on regarde Orban, c'est un cas assez intéressant où il y a à la fois un discours géopolitique qui est pro-russe et en même temps des alliances avec les États-Unis de Trump qui sont extrêmement fortes. Donc voilà, donc chaque pays, chaque projet politique illibéral ou chaque parti d'extrême droite ajuste en fonction de son opinion publique. Moi, je voudrais pas dire que c'est que de l'opportunisme et de l'électoralisme. Je pense qu'il y a une vraie stratégie d'adaptation à ces opinions publiques et dans certains cas, l'alliance avec Trump les valorise. Dans certains cas, Trump est trop extrême pour ce qui peut parler aux opinions publiques nationales et c'est le cas pour la France. Merci beaucoup, Marlène Laruelle, pour ces éclairages.